Allez, je vous propose qu'on démarre. Il est 14h03, on est à 120 participants. On peut y aller. Eh bien, bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode des webinaires Tous Mobiles que nous avons souhaité aujourd'hui dédié à la mobilité des enfants. Alors, pourquoi un webinaire sur la mobilité des enfants? Eh bien, d'abord parce que c'est un public que nous avons peu, pour ne pas dire pas du tout exploré dans nos webinaires Tous Mobiles, hormis à travers d'autres problématiques comme celle de la santé, récemment au mois de janvier avec le webinaire sur le sujet de la santé et la mobilité solidaire, ou encore la mobilité des femmes il y a quelques années. Mais ce sujet s'impose aujourd'hui pour plusieurs raisons. D'abord, il se situe à la croisée de nombreuses thématiques de société, la santé, l'éducation, l'aménagement, les inégalités sociales et les dynamiques familiales. La mobilité des plus jeunes reste en effet conditionnée par celle de leurs parents. Les difficultés des parents sont aussi celles des enfants, parents d'enfants en bas âge, familles précaires ou monoparentales, contraintes logistiques du quotidien. C'est là que la mobilité solidaire trouve pleinement sa place. Par ailleurs, récemment, plusieurs études sur la mobilité des enfants ont été publiées, on y reviendra. Elles révèlent des tendances de fond, le recul de l'âge de l'autonomie de mobilité des plus jeunes, la sous-exploitation de certains modes de déplacement, des inégalités sociales, mais aussi de genre, des inégalités d'apprentissage et de réussite. Elles pointent aussi le rôle essentiel de la mobilité, de l'apprentissage et du cercle familial dans la mobilité des enfants. Alors aujourd'hui, notre webinaire s'organise autour de 6 interventions. Dans ce webinaire, nous souhaitons donner des clés de compréhension à travers des chiffres clés et des constats issus d'études qui ont été menées récemment, mais aussi partager des actions inspirantes portées par des acteurs de terrain, avec un parti pris, celui de replacer l'enfant comme un public à part entière dans la mobilité inclusive et de les voir comme une véritable opportunité pour transformer durablement les pratiques. Alors, nous aurons en ouverture Gérard Renja, docteur en sciences de l'éducation, qui nous rappellera à quel point la mobilité des enfants est dépendante de celle de leurs parents. Mais aussi l'importance de la construction de cette mobilité dès le plus jeune âge, dans un continuum éducatif. Nous accueillerons ensuite Séverine Boulard qui nous rappellera les chiffres clés de la mobilité des enfants. Suivront 3 interventions avec des retours d'expérience sur des initiatives de mobilité solidaire spécifiques pour les enfants avec Thibaut Hardy du réseau Vélo et Marche, Marianne Tertrais de Croix-Rouge Mobilité et Richard Coutillo de Famille Rurale. Et enfin, Ancelin Van Hoek de WeMove conclura ce webinaire en mettant en perspective les initiatives et conceptions possibles d'une mobilité solidaire pour les enfants. Alors, comme tous nos webinaires, je vous rappelle que ce webinaire est enregistré. Vous pourrez retrouver le replay dans quelques jours. Et puis, vous pourrez poser vos questions directement dans le chat. Pierre Taillant de l'ADEME se chargera de relayer vos questions à nos intervenants. Sans plus attendre, je vous propose de démarrer avec Gérard Renja pour l'ouverture. Gérard, vous êtes docteur en sciences de l'éducation. Et je vous propose d'ouvrir ce webinaire. Bonjour à tous, bonjour Sandrine, merci beaucoup pour cette intervention. Alors, j'ai 4 points rapides parce que vous allez en entendre parler pendant tout le webinaire. Simplement, c'est dire de qui on parle quand on parle des enfants. Le deuxième point, c'est pourquoi on en parle si peu dans le champ de la mobilité solidaire. Le troisième point, pourquoi c'est une opportunité. Et le dernier point, c'est quand même de rappeler quelques précautions parce que ce n'est pas si évident que ça que de s'adresser aux enfants. Alors, de qui on parle? La mobilité, c'est sans doute le propre de l'homme et donc de l'enfant, puisque l'enfant est destiné à devenir un homme ou une femme d'ailleurs. Pour autant, on l'oublie souvent, mais la capacité à devenir mobile, ça s'apprend et ça s'éduque. Et ce n'est pas parce qu'on a oublié comment ça s'est passé que ça n'a pas existé. Et on peut même dire que pour un enfant, le processus d'apprentissage de la mobilité, c'est un processus naturel et normal. Alors, toutes les générations ont appris à être mobiles et au début, quasiment toutes de la même façon. Ce qui change, ce n'est pas la méthode, mais c'est peut-être que le monde dans lequel ils baignent aujourd'hui n'est plus le monde d'avant.
et peut-être que le regard des enfants sur leur monde n'est plus le même qu'avant, mais peut-être aussi le regard des adultes sur les enfants n'est plus le même qu'avant aussi, et on verra, cette question est importante quand on va parler d'autonomie. Sandrine l'a rappelé, la mobilité est toujours fortement dépendante de la famille, de l'enfant, de leur propre regard sur le monde, de leur niveau intellectuel, culturel, social, et aussi de l'endroit où ils habitent, physique, mais aussi territorial et donc mental. Un point qu'il ne faut pas oublier, la mobilité chez l'enfant se construit aussi par l'intérêt qu'on porte et par l'amour qu'on porte sur lui. Il n'y aurait pas de mobilité, il n'y aurait pas de développement s'il n'y a pas cette relation aussi affective ou cet affect qui intervient dans la construction de la mobilité. Et c'est toujours un va-et-vient aussi entre réflexion et action. Autre chose, dans la mobilité, ça se construit aussi, mais là aussi on l'oublie, souvent avec des tensions entre le pourquoi et le comment. C'est-à-dire, c'est pas simplement avec l'enfant comment et avec quoi il doit être mobile, mais c'est aussi le sens, le pourquoi. Même si on ne l'aborde pas directement avec lui, la question du sens, elle est très importante au début. Et cette question du sens, elle passe toujours, on l'a dit avant, par un tiers, un facilitateur. On a dit les parents, mais c'est aussi les enseignants, parce que l'enfant a la chance ou est dans un système quand même d'éducation scolaire, et par les éducateurs. Il faut savoir que l'enfant sauvage pourrait accéder à des déplacements, mais il n'accéderait pas à ce que nous, on appelle la mobilité. Ce n'est pas possible. Alors, ce processus d'éducation, en général, il fonctionne très bien lorsque tout le monde a conscience d'un fait, c'est que derrière l'idée de faire en sorte que l'enfant puisse aller d'un point A à un point B, c'est là que je reviens à la question du sens, il est important de se dire, si je lui apprends ça ou si je l'éduque à ça, c'est pas seulement pour qu'il se déplace, c'est pour qu'il grandisse en tant que personne, pour qu'il puisse avoir un projet de vie, pour qu'il puisse devenir quelqu'un. Et c'est aussi cette dimension-là qu'il faudra développer. Il ne faudra pas simplement parler de comment on lui apprend à faire le vélo, à faire du vélo, mais comment finalement, par ces déplacements et par cet apprentissage-là, il peut accéder peut-être à quelque chose d'autre. Alors le deuxième point, c'est pourquoi on en parle si peu dans le monde de la mobilité solidaire. On en parle peu parce que, en général, ça se passe quand même assez bien. La plupart du temps, ça s'apprend, on a dit, tout seul, et puis ça se passe généralement assez bien. Et surtout, quand ça ne se passe pas très bien, on a plutôt tendance à agir sur les parents et très peu directement sur les enfants. On en parle peu aussi parce qu'on a parlé beaucoup, un peu moins aujourd'hui, mais de la mobilité par rapport à une activité sociale qui est le travail. Les enfants ne travaillent pas. Ils vont travailler, mais pour l'instant, ils ne travaillent pas. Donc, ça a été peu abordé aussi. Et le troisième point, peut-être plus essentiel, on parle de mobilité, et quand on parle de mobilité, on attend souvent à tort que l'enfant soit autonome pour lui parler de mobilité. Et on oublie que la mobilité, c'est finalement peut-être le meilleur outil pour construire cette autonomie. C'est pour ça que je vous invite vraiment à penser à la mobilité le plus tôt possible et n'attendant pas qu'il soit empêché pour en parler. Alors, pourquoi c'est une opportunité? Donc, la troisième question, c'est une opportunité avec les enfants parce que c'est l'âge de tous les possibles. C'est l'âge où finalement, il est sans doute le plus réceptif à tous les apprentissages et à toutes les éducations. C'est l'âge aussi où, même quand il est dans un milieu qui est défavorable à ce type d'influence, il peut apprendre par des tiers parce qu'il y a des dispositifs qui sont en place et d'autres qui peuvent se mettre en place. Et aussi, très intéressant, c'est parce que lui-même, en apprenant, peut influencer la situation de ses parents. On renverse le processus, c'est plus simplement les parents qui influencent l'enfant, mais l'enfant qui se développe peut aussi influencer positivement les parents. Donc, ça, je l'ai dit. Et puis, c'est aussi une opportunité parce que ça permet de travailler sur le temps long. Sandrine a parlé de continuum éducatif. Et vraiment, continuum éducatif, ça veut dire on commence le plus tôt possible. Alors, simplement quelques points de vigilance, hein, parce que j'ai dit qu'on allait faire court puisque vous allez en reparler après. Les points de vigilance, c'est s'adresser à des enfants, c'est un métier. Ne considérons pas que l'enfant, c'est simplement un petit homme ou une petite femme, c'est autre chose. Et ce métier-là demande des savoirs, des savoir-faire, mais également beaucoup d'éthique et de morale. Il ne vous échappera pas que l'actualité montre aujourd'hui qu'il y a beaucoup quand même de problèmes avec l'accompagnement des enfants. Donc, quand on va s'adresser et quand on va s'intéresser à ces enfants-là, je vous invite tous à être très vigilants
à tous ces aspects éthiques et moraux qu'il faudra mettre en première ligne. Je vous l'ai dit, ce n'est pas des petits hommes, ils sont intellectuellement et structurellement différents de leurs parents. Ça veut dire que là aussi, il faut penser que peut-être que les savoir-faire de nos intervenants ou des intervenants habituels dans le champ de l'éducation ou de l'accompagnement à la mobilité pourraient, avec des enfants, ne pas être suffisants. Ça veut dire que penser l'éducation de ces enfants-là, ce sera aussi, à un moment ou à un autre, interroger le niveau, l'éducation, la formation des différents intervenants. Voilà, je vous remercie donc pour ces quelques mots d'ouverture et puis très bon webinaire à tous. Merci beaucoup Gérard pour cette ouverture et d'avoir posé les points clés. On a parlé d'autonomie, de continuum éducatif, d'apprentissage. On va y revenir tout au long de ce webinaire et pour rentrer un petit peu plus dans le concret, je vous propose d'accueillir Séverine Boulard de l'ADEME qui va nous dresser entre guillemets le portrait de la mobilité des enfants très dépendante de celle de leurs parents. Séverine, je vous laisse la parole. Merci Sandrine. Bonjour à toutes et tous. Donc je suis Séverine Boulard, je travaille au sein du service transport et mobilité de l'ADEME et je vais vous donner quelques éléments effectivement sur la mobilité des enfants. La première, si on peut passer à la première, merci beaucoup. La première, quelques premiers éléments de contexte, notamment quelques chiffres clés. Pour quelles raisons s'intéresser à la mobilité des enfants? Eh bien d'abord parce que c'est un enjeu environnemental. Chaque jour, ce sont à peu près 13 millions d'élèves qui se déplacent au moins 2 fois par jour, ce qui représente très vite beaucoup de kilomètres parcourus et donc d'émissions de polluants, dont des gaz à effet de serre. Mais c'est avant tout un enjeu de santé publique. Selon une récente étude de l'Éducation nationale, 50% des élèves de 6e sont incapables de courir plus de 5 minutes à une allure minimale de 9,5 km/h. Et depuis 40 ans, les enfants ont perdu près de 25% de leur capacité cardiovasculaire. Dans le même temps, on observe que le temps dédié aux écrans augmente d'autant plus. En 2022, la quasi-totalité des enfants de 3 à 11 ans passent du temps régulièrement devant les écrans, majoritairement la télévision, et ce temps augmente avec l'âge. On voit que le temps d'écran est en moyenne de 1h22 par jour pour les enfants de 3 à 5 ans et il passe à 2h33 par jour pour les enfants de 9 à 11 ans. Et ce temps est 2 fois plus important les jours sans école en comparaison aux jours d'école. Et enfin, le dernier enjeu, le dernier chiffre clé au niveau santé, c'est que la prévalence du surpoids et de l'obésité chez les enfants et les adolescents reste trop élevée. En 2017, 20% des enfants de 6 à 17 ans étaient en surpoids, dont 5,4% en situation d'obésité. Le dernier enjeu, c'est aussi un enjeu sociétal, comme cela vient d'être indiqué, c'est-à-dire que initier les enfants dès le plus jeune âge à des pratiques de mobilité durable, c'est façonner leurs pratiques de mobilité à l'âge adulte. Ce sont ces éléments qui nous ont incités à nous intéresser donc aux pratiques de mobilité des enfants pour se rendre à l'école et à leurs activités extrascolaires. Si on peut passer à la prochaine slide. Et donc, pour mener ce travail, nous avons réalisé une très large enquête quantitative, donc auprès d'un échantillon représentatif de parents d'enfants de 3 à 18 ans en France. Donc, c'est un échantillon de 5000 parents enquêtés en France hexagonale, ce qui représente à peu près 7000, on a pu avoir les pratiques de mobilité d'un peu plus de 7200 enfants. Donc, pour les parents en France hexagonale, c'était une enquête auto-administrée en ligne. Et on a aussi été enquêté auprès de territoires ultramarins, donc la Réunion, la Guyane, la Martinique et la Guadeloupe, auprès d'un échantillon de 500 parents, ce qui représente les pratiques de mobilité de 700 enfants. Et pour ces territoires spécifiques, c'était une enquête en face à face. Et on a un groupe témoin, un groupe contrôle, puisqu'on a aussi été enquêté auprès de 500 jeunes de 18 à 20 ans, donc qui reste une cible assez proche des pratiques qu'on cherchait à investiguer. Sur la prochaine slide. Merci beaucoup. L'arrivée d'un enfant dans une famille est souvent l'occasion de faire évoluer ses pratiques de façon générale.
En matière de consommation, les parents se tournent davantage vers des produits, vers une alimentation biologique, par exemple. Mais cette évolution peut également s'avérer moins vertueuse, et notamment en matière de mobilité, avec des parents qui retournent à la voiture pour se déplacer plus en sécurité qu'à pied. Et dans le cadre de l'enquête, on a pu s'apercevoir que la quasi-totalité des enfants vivent au sein d'un ménage motorisé. Donc, on a 9 enfants sur 10 en France hexagonale qui vivent au sein d'un ménage motorisé. Et on a aussi des ménages avec enfants qui sont plus motorisés que la population générale. On a donc aussi été chercher, donc là je parlais d'équipements en termes de véhicules, mais on a été questionner tous les équipements auxquels pouvaient accéder les enfants, et donc notamment les transports en commun. Donc concernant les transports en commun, on observe que les enfants sont plus équipés d'un abonnement à un réseau de transport en commun que leurs parents. Ce taux d'abonnement à un réseau de transport en commun augmente avec l'âge de l'enfant. On a évidemment des différences territoriales selon que les enfants vivent en milieu urbain ou en milieu peu dense, puisqu'effectivement, on a des jeunes urbains qui sont plus fréquemment abonnés aux transports en commun. On a aussi été demander aux parents quels étaient l'équipement de mobilité en mobilité active, donc les modes actifs de leurs enfants. Donc derrière mode actif, on entend vélo et trottinette, et on observe que les enfants sont plutôt bien équipés ou largement équipés en vélo et trottinette. Donc quand on a demandé dans le questionnaire l'équipement en vélo et trottinette, c'est un équipement à leur taille et en état de fonctionnement. Donc on voit bien que les enfants sont quand même bien équipés, en tout cas sur la tranche de 3 à 10 ans, avant d'avoir un recul de l'équipement en mode actif, alors que ça correspond à peu près, donc sur la tranche 11-18 ans, alors que c'est l'âge à partir duquel l'enfant pourrait commencer à se déplacer seul à vélo. Donc on a un taux d'équipement qui décroît avec l'âge. Et ça, sur la slide suivante, s'il vous plaît. Merci. Et ça peut s'expliquer notamment par le fait qu'on a demandé aux parents quel était l'usage qu'ils faisaient du vélo, et on voit que pour 3/4 des parents, le vélo sert uniquement pour les loisirs. Il n'est pas envisagé comme un mode de déplacement à part entière. Donc pour les parents, il est important que leurs enfants sachent faire du vélo, donc apprennent à faire du vélo. Pour autant, ça n'est pas considéré pour les parents comme un mode de déplacement à part entière. Il est vraiment perçu en très, très grande majorité comme enfin, pour un usage de loisir, un mode de loisir. Concernant les pratiques de mobilité des enfants, donc nous nous sommes intéressés au déplacement domicile-établissement scolaire et au déplacement au déplacement extrascolaire, pardon. Donc là, donc en fonction de la tranche d'âge de l'enfant, en tout cas école maternelle, élémentaire, collège, lycée, on voit que la marche et la voiture sont les modes les plus utilisés pour les déplacements des enfants, avant les transports en commun et le vélo. Et que cette proportion des modes, en tout cas le fait que la marche soit le mode le plus utilisé en maternelle et élémentaire, décroît avec l'âge de l'enfant, puisque au collège, ils ne sont plus que 47% à se déplacer à pied et 39% au lycée. Mais ces chiffres sont aussi à mettre au regard de la carte des établissements sur le territoire, puisque généralement les collèges et les lycées commencent à être un peu plus éloignés des domiciles. Donc ça fait le lien avec cette slide sur la distance. Donc on voit bien que les modes utilisés dépendent des distances à l'établissement scolaire. Donc là, ce sont des chiffres tout type d'établissement et tout type de territoire. Donc en moyenne, pour les déplacements inférieurs à 1 km, c'est la marche. Entre 1 et 2 km, la marche reste majoritaire, mais c'est la voiture qui commence à apparaître. Entre 2 et 5, on a la marche, la voiture, et on commence à voir les transports en commun. Et au-delà de 5 km, ce sont la voiture et les transports en commun qui sont utilisés pour faire ces déplacements domicile-établissement scolaire. Ce qu'on a pu mettre en lumière aussi dans le cadre de cette enquête, c'est que les parents ont tendance à surestimer les distances entre domicile et établissement scolaire.
On a demandé aux parents, on a posé la question aux parents de quelle était la distance estimée entre le domicile et l'établissement scolaire. Et on a eu aussi pour un nombre représentatif de parents l'information entre l'adresse du domicile et l'adresse de l'établissement scolaire, ce qui nous a permis d'avoir des distances réelles. Et on voit qu'entre la distance estimée et la distance réelle, les parents surestiment de 1,5 à 2,4 km par trajet. Donc, les parents pensent que l'établissement scolaire est plus éloigné de leur domicile que ça ne l'est en réalité. Et ça aussi, ça peut faire partie ça peut influencer en tout cas le choix du mode de transport pour déposer les enfants à l'école. Concernant les déplacements concernant pardon, les activités extrascolaires, donc les déplacements vers ces activités extrascolaires, on voit que la marche, et la voiture restent utilisées très largement. Toutefois, on voit que sur le vélo, donc sur les déplacements domicile-établissement scolaire, on est à 4 d'utilisation du vélo. On passe, à 8 sur ces déplacements extrascolaires, ce qui peut s'expliquer notamment par le fait que ces déplacements sont moins contraints en termes de temps notamment, ce qui permet d'avoir peut-être plus de souplesse sur le choix du mode de transport, sur le temps qu'on peut consacrer à ces déplacements. Et donc on voit qu'il y a une opportunité aussi à développer le vélo puisque sur ces déplacements, en tout cas sur ces déplacements moins contraints, on voit que l'usage du vélo prend tout son sens aussi. On parlait tout à l'heure d'autonomie, donc ce que nous, on a mis derrière autonomie dans le cadre de l'enquête, c'est un trajet que l'enfant réalise seul, un déplacement, pardon. Et donc on voit qu'il y a vraiment une charnière, enfin une étape charnière entre le CM2 et la 6e, où là, on a 2 fois plus d'enfants qui réalisent des trajets, seuls au moins une fois par semaine à l'entrée au collège. Donc les déplacements domicile-établissement scolaire sont des vecteurs d'autonomie puisque, ce sont des trajets répétitifs, connus, qui sont cadrés. Donc du coup, c'est vraiment, ce type de déplacement, le déplacement domicile-établissement scolaire est un vecteur d'autonomie. Et on voit que ce trajet de domicile-établissement scolaire, va aussi évoluer au cours du temps, d'abord par l'accompagnement des parents et puis progressivement aussi par l'accompagnement avec d'autres enfants. Hem, donc le déplacement domicile établissement scolaire est un vecteur d'autonomie, mais pour autant, donc même s'il y a cette étape charnière à l'entrée en 6e, l'âge moyen des premiers déplacements réalisés seuls, dépend du motif du déplacement. Donc c'est 11 ans pour l'établissement scolaire, 12 ans pour les activités extrascolaires, 13 ans pour des achats, 14 ans pour des activités, les autres activités extrascolaires qui sont les autres activités, que celles qui sont régulières, organisées. Et 17 ans pour les rendez-vous médicaux et administratifs. Donc on voit bien qu'il y a une évolution, à partir duquel l'enfant se déplace seul est très, très dépendant du type de déplacement à réaliser. Mais ce qui nous a le plus, si on peut passer à la slide suivante, merci. Ce qui nous a le plus interpellés, c'est l'âge, ou plutôt le recul, de l'âge de l'autonomie dans les déplacements, puisqu'on a demandé aux parents, à quel âge ils se déplaçaient seuls et on observe qu'en une génération, les enfants se déplacent plus tard que leurs parents. Donc l'âge moyen, était de 10,6 ans pour les parents et il est de 11,6 ans pour les enfants d'aujourd'hui. Et c'est d'autant plus, alarmant que si on se pose la question de quelle va être la tendance à l'avenir, ça veut dire que est-ce que dans un an, on aura à la génération suivante, on aura encore un recul d'1 an, puis 2 ans et cetera? Ce qui voudrait dire que les enfants se déplaceront seuls de plus en plus tard. Et donc c'est vraiment ce qui doit nous alerter le plus. Maintenant, ce qui peut expliquer ce recul, de l'autonomie, c'est qu'on a demandé aux parents comment ils percevaient les différents modes, les différents modes de déplacement et il ressort que pour les parents, la marche et le vélo est plus dangereuse. Enfin, sont des modes plus dangereux maintenant qu'ils ne l'étaient à leur époque. Alors, ce qui peut paraître étonnant, puisque, si on regarde un peu les chiffres de la sécurité routière, le nombre de piétons tués, a très fortement diminué. Donc on voit qu'il y a aussi quelque chose à travailler au niveau de la représentation des modes, de la dangerosité des modes, notamment pour rassurer les parents et pour influer sur les pratiques de mobilité, sur les déplacements domicile-établissement scolaire. Donc on voit bien que ces craintes parentales affectent
l'autonomie des enfants. Et donc, Sandrine en a parlé rapidement, on a aussi observé dans le cadre de l'enquête des différences de genre avec les jeunes filles qui sont plutôt, enfin le risque associé aux jeunes filles va plutôt être un risque d'agression, alors que le risque associé aux garçons sera plutôt un risque de comportement dangereux sur la voirie. Concernant l'autonomie des enfants sur la slide, pardon. Voilà, merci. C'est aussi une question de pression sociale. Laisser son enfant se déplacer seul pour aller à l'école, c'est mal vu. Le parent peut avoir l'impression de se faire coller une étiquette de parent irresponsable. Donc il y a vraiment quelque chose à travailler sur cette image de l'autonomie aussi. Quand on a demandé et puis, ce qu'on a pu aussi mettre en lumière dans le cadre de l'étude, c'est la différence de perception entre, ce que pensent les parents, des préférences de leurs enfants en termes de mode de déplacement et ce que les enfants préfèrent comme mode eux-mêmes. Donc on a posé la question aux parents en leur demandant quel était, selon eux, le mode de déplacement que préféraient leurs enfants, que préféraient utiliser leurs enfants au quotidien. Pour les parents, évidemment, c'est la voiture qui ressort comme mode le mode préféré des enfants. Et quand on a demandé aux jeunes de 18 à 20 ans quel était le mode qu'ils auraient préféré utiliser quand ils étaient enfants, eh bien, le mode qui ressort, c'est le vélo. Donc on voit bien qu'il y a vraiment quelque chose à faire aussi sur le vélo avec un potentiel à valoriser, une image de la voiture à déconstruire et pour les enfants, eh bien, le vélo, c'est ludique, voilà, ça apporte vraiment plein de bénéfices et c'est le mode préféré des enfants. Donc il y a vraiment quelque chose à faire pour favoriser aussi, le développement de la pratique du vélo. Ça a été aussi rappelé, notamment par Sandrine et Gérard sur le fait que, les enfants sont dépendants, de leurs parents pour leurs déplacements. En effet, pour, 7 parents sur 10, le déplacement domicile-établissement scolaire, c'est le premier déplacement avant de se rendre au travail. Donc on voit aussi que ce déplacement domicile-établissement scolaire s'inscrit dans une boucle des déplacements et qu'en travaillant sur, ou en tout cas en accompagnant des pratiques plus vertueuses pour les enfants, eh bien, on favorisera aussi des pratiques plus vertueuses pour les déplacements domicile-travail. On a aussi posé la question donc, pour les salariés, qui ont la possibilité de faire du télétravail, comment ils se déplaçaient sur ces jours de télétravail. Donc pour certains, ils se déplacent autrement qu'en voiture. En tout cas, ils utilisent un autre mode que les jours, classiques ou enfin, en tout cas, les jours où ils travaillent sur site. Donc on voit que le télétravail, c'est aussi une occasion d'accompagner son ou ses enfants. Ça renforce le lien social, ça permet de partager un moment un peu particulier avec son enfant et puis, peut-être que la contrainte temporelle est un peu moins forte sur ces jours-là. En tout cas, on voit qu'il y a aussi un lien entre télétravail et puis pratique de mobilité avec des pratiques un peu plus vertueuses les jours de télétravail. Et je vais terminer par quelques leviers d'action, en tout cas quelques actions qui peuvent être faites. Donc évidemment, au regard de ce que je viens de vous présenter sur la perception des parents, sur les craintes parentales, il y a des choses à faire, donc des actions sur l'offre de mobilité en sécurisant notamment les trajets en mode actif, donc la marche et le vélo, en développant les compétences nécessaires à l'orientation sur un réseau de transport en commun, parce que, c'est Gérard, il me semble qu'il indiquait, mais voilà, accompagner l'enfant dans sa mobilité et c'est lui apprendre aussi à prendre en compte tout son environnement et c'est lui donner les compétences, nécessaires pour s'orienter dans l'espace et donc les transports en commun, le réseau de transport en commun peuvent accompagner ça. C'est aussi en améliorant les usages, notamment pour les enfants, en milieu rural puisque là, pour certains enfants, c'est des trajets qui peuvent durer au moins, 1 heure, matin et soir. Donc on voit qu'il y a aussi quelque chose à faire pour ces publics-là. En tout cas, on a vraiment des leviers d'action qui sont très différents, mais qui nécessitent de mobiliser différentes parties prenantes, les collectivités locales, les institutions scolaires, les associations, en tout cas tout un tas en tout cas de nombreuses parties prenantes à associer parce que l'union fait la force et donc du coup, on peut associer toutes ces parties prenantes-là. Et puis je voulais rappeler juste aussi que
parler mobilité, c'est aussi parler aménagement de l'espace public et aménager l'espace en impliquant les enfants et les adolescents. Donc en prenant en compte l'approche genrée dont on a brièvement parlé, c'est aussi assurer la continuité et la connexion pour permettre aux enfants d'être plus autonomes. Des territoires pensés par et pour les enfants, ce sont des territoires pensés pour toutes et tous et donc plus conviviaux et plus inclusifs. Et je vois Sandrine apparaître. Alors je ne vous entends pas, Sandrine. Alors, Sandrine, je ne t'entends pas. Je ne sais pas si vous m'entendez. Alors Pierre, je t'entends, mais moi je n'entendais pas Oui. Sandrine. Alors, je pense qu'elle m'a donné la parole, donc je vais la prendre. Je vais relayer quelques commentaires d'abord peut-être et des questions ensuite pour ces deux premières interventions. Il y avait un premier commentaire qui concernait les enfants en situation de handicap et qui disait qu'ils étaient exclus du dispositif Savoir rouler à vélo aujourd'hui, faute de moyens, de structures et de vélos adaptés. Un second commentaire qui soulignait qu'il était difficile pour un enfant de lâcher la main pour indiquer de tourner à droite ou à gauche et que la pratique du vélo sans aménagement adapté restait compliquée en ville pour un enfant de 12 ans notamment. Et ensuite, il y avait une première question qui disait « Le transport en car scolaire en milieu rural est-il considéré comme un déplacement autonome ?» Alors, je ne sais pas si ça a visé Séverine et particulièrement les catégories de l'enquête. Une deuxième question une deuxième personne qui se demandait s'il existait des documents pédagogiques à l'attention des parents pour rappeler justement des statistiques un petit peu ou des historiques de statistiques et notamment sur l'accidentologie des trajets. Et enfin, une question ou un commentaire sur le quid de la préférence pour les grands ados des deux roues motorisés type scooter, voire trottinette. Par rapport, sous-entendu, j'imagine, la personne voulait dire par rapport à d'autres modes que les enfants pourraient choisir. Alors, je ne sais pas, peut-être Séverine, sur la question du car, est-ce qu'un car scolaire, un trajet en milieu rural est considéré comme un déplacement autonome? Alors, c'est vrai que ce qu'on a défini par autonomie dans le cadre d'enquête, c'est un déplacement réalisé seul. Donc là, c'est vrai que le transport par car, je ne sais pas si on peut parler d'autonomie, mais en tout cas, c'est un transport. Enfin, l'enfant n'est pas, effectivement pas seul, il est accompagné, mais par contre par ses pairs, il n'est pas accompagné par ses parents. Et de toute façon, en milieu rural, il y a peu d'alternatives aussi pour que l'enfant puisse se déplacer seul. Donc, je ne sais pas si on peut parler d'autonomie, mais en tout cas, c'est quand même un déplacement que l'enfant réalise seul, sans ses parents, mais avec ses pairs. Alors, je ne sais pas si Gérard veut compléter peut-être. Oui, c'est une discussion très intéressante d'ailleurs. Hein. C'est quoi l'autonomie? Parce que dès lors que vous êtes sur un trajet sans surprise, le niveau d'autonomie est assez minime. Dans un car, il est quasiment nul parce que moi, j'ai ma fille à 2 ans, elle prenait le car. On la mettait dans le car et on la récupérait à la sortie du car. Quelle était la partie d'autonomie? Puisqu'à l'intérieur, il y avait quelqu'un aussi. La grosse difficulté avec l'autonomie, mais on l'a vu beaucoup quand on a travaillé justement parce qu'il y avait une question sur les personnes en situation de handicap, c'est que l'autonomie, quand tout va bien, c'est relativement simple. Le plus difficile à gérer dans l'autonomie, c'est quand il y a un incident, quand quelque chose ne marche pas bien. Même pour le trajet pour aller à l'école, quand le trajet se passe bien, ça va, mais imaginez qu'il y ait quelque chose, une rue qui est barrée, un endroit où il ne peut pas passer, là, ça devient compliqué. Donc, une chose pour les gamins, on dit en général, en termes de sécurité routière, laisser les gamins aller en autonomie complète, hein, je parle d'autonomie complète sur des rues et des choses comme ça, avant 7 ans, c'est toujours dangereux parce que cognitivement, intellectuellement, il y a des choses qu'ils ne peuvent pas voir.
Donc, c'est une façon de répondre à la question. Et sur les deux questions sur la sécurité routière, oui, bien sûr qu'il y a des données sur les accidents. Vous regardez le titre, ça s'appelle l'ONICER. Il relate tous les ans les statistiques des tués. Ils les mettent par catégorie d'âge et ainsi de suite sur le site de la sécurité routière. Et vous verrez que globalement, le risque d'avoir un accident aujourd'hui, il est 6 fois ou 7 fois moindre qu'il y a 50 ans. Donc, il y a eu, même si ça stagne aujourd'hui, il y a eu une baisse. Et dernière question très rapide sur le 2 roues motorisé. Il faut savoir qu'un 2 roues motorisé, par rapport à une voiture, le risque d'accident, il est multiplié par 23 en général. Donc, c'est vrai que c'est une forme d'autonomie, mais c'est une forme d'autonomie avec un risque qui n'est pas neutre. D'accord, merci Gérard. Et peut-être une dernière question qui se demandait, est-ce que l'enquête, peut-être pour Séverine, s'est intéressée aux vélobus et pédibus? Alors non, pas spécialement. Pas spécifiquement, parce que là, l'objectif était de connaître effectivement les pratiques de mobilité, enfin l'équipement de mobilité et les pratiques de mobilité. Mais effectivement, on voit que sur certains, en tout cas pour la maternelle élémentaire, c'est la marche qui ressort en premier, mais on n'a pas été investigué si effectivement il y avait des dispositifs ou des initiatives de type pédibus ou vélobus organisés sur ce type de déplacement. D'accord. Peut-être juste un mot, mais très rapide pour finir. Il y avait un truc très intéressant, une recherche très intéressante, c'était en Angleterre, où ils montraient que les gamins qui étaient dans des clubs de prévention, où on leur apprenait à faire du vélo et ci et ça, ils avaient plus d'accidents que les autres, dès lors qu'on les laissait en autonomie d'entre 5 ans et 7 ans. Ça veut dire que si tout d'un coup on se dit, parce qu'ils ont appris à faire du vélo, je les laisse dans une autonomie complète, ben, ils ont plus d'accidents. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas équipés intellectuellement pour ça. Ça veut dire qu'il faut quand même être prudent avec des enfants quand ils ont entre 5 ans, 8 ans, 9 ans. Quoi. Après c'est différent. Mais au moins à cet âge-là, il faut rester prudent. Il y a un besoin d'accompagnement aussi en fonction des âges. Du coup, mon micro fonctionne a priori. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Oui. La dernière question là, qui vient d'apparaître sur le véhicule intermédiaire, notamment le développement des voitures sans permis. Alors, c'est vrai qu'on n'a pas forcément regardé cette question-là. Alors, dans l'étude de l'ADEME, je ne sais pas, mais en tout cas, du côté de la préparation du webinaire Tous Mobiles, on est plutôt resté sur un public un petit peu plus jeune. On parle d'enfants. Alors, on n'a pas non plus mis une borne d'âge, mais on est plutôt sur une mobilité, on va dire, école primaire, collège, voire fin de collège, mais pas nécessairement arriver au lycée avec le développement effectivement de l'usage de la voiture sans permis, en particulier dans les zones rurales. Séverine, je ne sais pas si vous avez un élément de réponse. On a posé la question sur la voiture sans permis et en fait, il ressort qu'elle est très largement minoritaire dans l'équipement motorisé des ménages, avec 3% des enfants d'au moins 14 ans qui en détiendraient une, selon leurs parents, et 7% des jeunes adultes, donc ce qu'on a considéré, nous, plutôt comme un mode de niche encore. Okay, très bien. Je vous propose qu'on s'arrête là sur les questions pour cette première séquence. Merci beaucoup Gérard et Séverine. Donc on a posé les constats, les éléments clés. Alors on le voit, hein, les enfants se déplacent évidemment, peut-être pas suffisamment, en tout cas par rapport à une certaine époque et au regard des conséquences qu'il peut y avoir sur la santé. On voit qu'ils se déplacent pas nécessairement toujours de manière indépendante et autonome, et que donc il y a des enjeux autour du développement de cette autonomie, en particulier pour développer une mobilité qui soit plus durable et plus autonome un petit peu plus tard à l'âge adulte. On n'a pas parlé dans ces interventions, mais on sait aussi que la mobilité, elle est cruciale dans des choix d'orientation, avant même des choix vers un emploi. Dans des choix d'orientation, on sait que parfois les élèves refusent, déclinent certaines matières, certaines orientations pour des questions de mobilité, soit parce que c'est trop loin, soit parce qu'ils n'ont pas appris à se déplacer de manière autonome, justement pour faire des choix d'orientation ensuite pour leurs études supérieures, et que donc ça génère des inégalités. Donc dans cette deuxième séquence, on a souhaité mettre en évidence, valoriser des expériences qui justement travaillent spécifiquement sur la cible des enfants pour développer cette mobilité le plus tôt possible et faire en sorte justement que les enfants soient autonomes et puissent se déplacer
en toute conscience, et que finalement, la question de la mobilité inclusive n'en soit peut-être pas une arrivée à un âge un petit peu plus avancé. Je vous propose de démarrer cette deuxième séquence avec Thibaut Hardy, qui est chef de projet au réseau Vélo et Marche, et qui va nous parler en particulier de 5 expérimentations qui ont été menées sur la mobilité des enfants, particulièrement dans des QPV, des quartiers prioritaires politiques de la ville, il y a quelques années, et qui ont permis de formuler des recommandations. Thibaut, c'est à vous. Oui, merci Sandrine. Vous me confirmez que vous m'entendez bien? Super, il n'y a plus de bruit parasite, tout va bien. Parfait, merci beaucoup. Peut-être en propos introductif, présenter le réseau Vélo et Marche. On est une association de collectivités territoriales, donc des collectivités allant de la commune, des communes, des EPCI, des métropoles, des départements et des régions, engagées pour justement le développement de mobilité active partout et pour toutes et tous. Et à côté de ça, effectivement, on co-anime avec Vivacité Île-de-France une dynamique nationale pour les comités scolaires dans tous les territoires qui s'appelle Mobiscol. Donc, ce temps qui m'est accordé pour vous présenter un peu nos ressources, nos outils. Je vois qu'il y a eu beaucoup de questions sur le chat sur des ressources pédagogiques et des retours d'expérience. Donc, ça va me permettre justement de vous présenter tout cela. Et justement, quand on parle de mobilité des enfants, on pense souvent au trajet domicile-école. Mais derrière ça, il y a une question beaucoup plus large qui se pose. C'est la question de l'autonomie, la question de l'accès aux soins, aux loisirs. Il y a aussi une notion de réussite éducative. Être autonome plus tôt, c'est pouvoir s'insérer plus facilement dans pas que les activités économiques de nos sociétés, mais aussi toutes les activités sociales et culturelles. Et puis il y a aussi, et ça a été rappelé par Séverine, un enjeu sur l'espace public, pouvoir y être présent et se l'approprier. La mobilité, elle constitue souvent aussi un premier espace de liberté pour l'enfant. Elle participe directement à son développement et à son apprentissage à ville. Donc pour nous, c'est très important en tant que réseau de collectivités de pouvoir développer la mobilité des jeunes et des enfants et réunir toutes les conditions pour qu'ils soient autonomes et présents dans nos villes. Et enfin, pourquoi on s'est intéressé aux enjeux des quartiers prioritaires? Il y a une dimension toute particulière que je vais présenter sur la slide d'après, mais on sait qu'il y a des difficultés de mobilité déjà présentes qui viennent s'accumuler avec d'autres inégalités déjà existantes. Donc pour nous, c'était intéressant, via une étude, une enquête et des expérimentations, de venir avoir un regard particulier sur la mobilité dans ces quartiers dits prioritaires. Et donc voilà, mon intervention, elle va vraiment s'appuyer sur l'ensemble des ressources qu'on a pu produire, des retours d'expérience de collectivités territoriales. J'en vois qui sont connectés aussi sur ce webinaire. Donc merci à elles d'avoir participé et proposé leur regard à travers cette étude. Si on passe sur la première slide, donc pourquoi on parle de mobilité dans les quartiers prioritaires? Déjà parce qu'il y a un paradoxe dans ces quartiers-là. On sait qu'il y a moins de ménages qui possèdent une voiture. La voiture est un coût, à la fois son achat, mais aussi son entretien, ainsi que le permis de conduire. Il y a moins de trajets en vélo, 1,9% dans les QPV et 2,8% hors QPV. Des ménages moins équipés en vélo, 83% des ménages ne sont pas équipés de vélo. Et pourtant, et même surtout, ils marchent beaucoup plus, 2 fois plus de part modale à pied. Une mobilité à pied souvent subie, parce que justement, c'est des distances qui sont... les distances sont tout aussi longues, mais on met plus de temps en fait à les parcourir, dû notamment à des coupures urbaines qu'on identifie à 90% dans ces quartiers prioritaires. Enfin, et on a croisé justement avec l'étude de l'ADEME qu'on a suivie avec Séverine, les enfants atteignent moins en moyenne 60 000 d'activités minimum physiques par jour, donc des enjeux de sédentarité beaucoup plus importants qui créent des enjeux de santé préoccupants. Et une autonomie, seulement 40% se déplacent seuls hors QPV et ils sont 20% en QPV. On peut passer, je vais peut-être redéfinir ce qu'est quartier prioritaire politique de la ville. Ça correspond à 5,3 millions d'habitants sur à peu près 1400 quartiers. Et donc, c'est des quartiers spécifiques où on identifie à la fois des enjeux économiques et sociaux et sur lesquels il y a des dispositifs qui sont mis en place à travers l'État, les collectivités et l'ensemble des acteurs présents dans la ville et au sein du quartier pour pouvoir justement mener des actions qui viennent réduire les inégalités. Je reviendrai après justement sur les dispositifs politiques de la ville qui accompagnent spécifiquement ces quartiers.
en quoi on peut avoir justement des mécanismes, dispositifs de financement qui sont accrus sur la mobilité. On peut passer à la slide d'après, sans trop y revenir parce que Séverine en a parlé, mais la mobilité des enfants reste un angle mort des politiques publiques. Et ce, depuis un certain nombre d'années, on observe une baisse de l'autonomie des enfants, une augmentation de l'accompagnement automobile et en fait une diminution un peu globale des déplacements actifs. Cette baisse, elle est assez préoccupante, à la fois sur la perte d'autonomie des enfants, sur la génération d'avant et celle de maintenant. 2 fois plus de probabilité d'utiliser le vélo lorsque les parents le pratiquent aussi. Donc ça aussi, on observe que des parents qui utilisent le vélo, qui utilisent la marche à pied, qui sont aussi usagers des transports en commun, vont pouvoir transmettre ces habitudes de mobilité à leurs enfants. Donc un enjeu vraiment à développer les modes actifs pour les parents et pour les enfants. Et l'âge charnière de basculement vers l'autonomie, effectivement, a diminué. Les impacts alarmants, des impacts sur la santé, j'y revenais, mais il y a pas mal d'études, notamment de l'ONAPS, sur la baisse de l'activité physique et sportive chez les enfants, des impacts de fait sur la sédentarité, sur la socialisation, sur le rapport à l'espace public, et enfin sur l'accès aux loisirs, à la réussite éducative. Donc vraiment, là, je vous ai remis une verbatim du guide qu'on a construit. Mais le vélo, on ne veut pas seulement que ce soit un mode de déplacement, on veut que ce soit aussi une compétence sociale et une manière vraiment de pouvoir se déplacer, être autonome dans la ville, à savoir qu'on a des modèles effectivement dominés par l'usage de la voiture et du fait qu'il y ait une moindre, un taux de possession de voiture moins important en QPV, alors qu'on a un modèle qui en fait la promotion. Il y a un peu un phénomène de frustration qu'on peut observer chez les habitants des quartiers prioritaires qui sont assignés à résidence et qui ont moins de capacité de pouvoir se déplacer. D'où l'enjeu, effectivement, de déplacer les modes actifs qui sont pour nous, effectivement, un moyen de leur permettre de mieux se déplacer. Sur la slide d'après, donc l'autonomie des enfants, nous, on a remarqué à travers notre étude, et ça a été confirmé justement par celle de l'ADEME, qu'elle dépend fortement du milieu social. J'y revenais justement sur le fait que le vélo est une compétence en fait qu'on acquiert, notamment parce que les parents, dès le plus jeune âge, peuvent la transmettre à leurs enfants. Mais de la même manière, on peut élargir ça aussi à les compétences de mobilité à pied et avec les transports en commun. Elle dépend aussi fortement du territoire. Je le vois aussi dans le chat. C'est aussi des villes et des territoires à hauteur d'enfants. C'est des villes effectivement où on a des aménagements sécurisés à pied, à vélo. On a de l'équipement public justement qui favorise ces mobilités. Des habitudes parentales, ça a été aussi mentionné par Séverine via l'étude ADEME, mais il y a les habitudes de déplacement des parents, sachant que le déplacement vers l'école, c'est le premier déplacement qu'on fait dans la vie, mais aussi dans la journée. Donc les parents, effectivement, qui doivent penser justement à leur déplacement après vers leur travail, ont justement cette, ils ont ce détail à prendre, cette chose à prendre en compte. Les études, mais sans y revenir, montrent un recul des déplacements, une forte dépendance à l'accompagnement parental et des écarts très importants, ça aussi on l'a observé, entre genre et territoire. Donc, en résumé, une préoccupation spécifique aux quartiers prioritaires de la politique de la ville, agir justement sur le désenclavement, sur l'assignation à résidence en développant les mobilités actives, et une préoccupation aussi à la mobilité des enfants, où on remarque une perte d'autonomie et un besoin d'agir sur certains leviers. Justement, sur la slide d'après, donc, on a fait entre le printemps et l'été 2022, on a voulu mener 5 expérimentations dans des quartiers prioritaires. L'idée, encore une fois, c'était d'alimenter notre travail d'études nationales sur la mobilité dans les quartiers, en se disant que la cible jeune, la cible enfant était une cible prioritaire, justement, sur lequel on voulait à la fois intervenir sur des retours d'expérience très concrets pour pouvoir outiller après des collectivités, des porteurs de projets, mais aussi mieux comprendre les obstacles qui pouvaient être rencontrés au local. Donc, on a intervenu sur 5 territoires, la ville d'Évry-Courcouronnes, à Nantes Métropole, sur la communauté urbaine d'Arras et enfin sur la ville de Saint-Denis et la ville d'Aubervilliers. Ces expérimentations, elles confirment déjà qu'il y a une appétence aux mobilités actives. Ce n'est pas nous qui arrivions en disant que les mobilités actives sont à développer et qu'on avait une forme d'injonction pour nous à la mobilité des habitants des quartiers. Non, on a bien remarqué au local en fait que à la fois pour des activités de loisirs, mais aussi se déplacer au quotidien, à la fois pour les enfants, mais aussi leurs familles, il y avait une appétence vraiment à pouvoir développer un écosystème vélo qui ne faut pas nécessairement, il n'y a pas forcément à développer un système autre que hors quartier prioritaire,
Juste effectivement s'assurer de quelques points de vigilance et pouvoir effectivement comprendre un peu les enjeux des quartiers pour pouvoir développer un écosystème en faveur des modes actifs qui leur soit adapté, avec toujours cette préoccupation de ne pas venir de l'extérieur, mais vraiment s'appuyer sur les forces intérieures de ces quartiers. Donc le potentiel existe, mais il faut agir à la fois sur l'équipement, l'apprentissage, l'environnement urbain et en fait la sécurisation des déplacements, travailler avec les familles, aller vers les familles et enfin s'appuyer aussi sur tout un écosystème d'acteurs locaux. Et on va pouvoir commencer sur le premier retour d'expérience. Donc, Évry-Courcouronnes, on s'est intéressé justement à l'apprentissage. Donc, il y a un dispositif, on en parle depuis tout à l'heure, mais qui est le savoir rouler à vélo, qui est un dispositif lancé en 2018, porté par le ministère des Sports, qui cherche vraiment à agir sur la cible 9, 10, 11 ans via des sorties à la fois en zone sécurisée et après en conditions réelles, pour vraiment s'assurer qu'il y a l'ensemble d'une génération qui a au moins pratiqué une dizaine d'heures de vélos et qui sont autonomes et qui savent se déplacer en sécurité. Donc, nous, ce dispositif, on a voulu l'accompagner et voir justement comment on pouvait l'adapter à un contexte spécifique au sein d'un quartier prioritaire. On s'est appuyé avec une forte volonté politique de la ville qui, justement, travaillait sur la concertation de son plan vélo. Et en fait, on a croisé avec l'association Pro Vélo Île-de-France une sortie avec les enfants en conditions réelles et un diagnostic à hauteur d'enfant. Donc, c'est sur 6 séances avec 15 enfants, avec à chaque fois les mêmes enfants. L'association, effectivement, a travaillé à la fois avec les centres de loisirs et la ville. Et donc, effectivement, en se positionnant à certains points, ce qu'on appelle des points noirs, c'est-à-dire des points où on sent qu'effectivement, il y a un besoin de sécurisation, les enfants, justement, ont pu témoigner des différents freins qu'ils pouvaient rencontrer sur le territoire. Donc, les résultats, c'est qu'on avait un apprentissage du vélo en ville à développer, la montée en compétences des enfants. Ils ont pu former des animateurs de la ville. Ils ont pu créer un rapport qu'ils ont présenté après aux services et aux élus. Et ça a finalement enrichi la concertation du plan vélo. Les freins qui ont été identifiés, c'est effectivement un manque de stationnement aussi sécurisé, qui venait compléter les différentes questions sur l'aménagement. Et souvent aussi, pour faire du SRAV en quartier prioritaire, l'absence de vélo personnel où les vélos n'étaient pas adaptés. Donc le SRAV, c'est un outil de concertation, mais qui peut aussi devenir un outil d'apprentissage qui peut aussi devenir un outil de concertation. Si on avance sur la prochaine expérimentation, donc Nantes Métropole, on a voulu intervenir sur l'accès au vélo. L'accès au vélo, ça reste un verrou majeur, c'est un des chiffres qu'on a identifié, des ménages moins équipés en vélo en QPV que hors QPV. Et donc l'idée, c'était avec l'atelier de réparation collective, proposer des prêts de vélo longue durée à des enfants sur toute leur tranche d'âge. C'est-à-dire que la famille passe un contrat avec l'association. Au début, on leur prête une draisienne. Ensuite, ils rentrent la draisienne et ils ont un autre vélo adapté à la taille de l'enfant. Et ça suit l'enfant tout au long de sa vie. L'enseignement, c'est que c'est une piste intéressante, mais ça a été très difficile de pouvoir accompagner sur le long terme l'ensemble des familles. Donc, il faut un ancrage local très fort, des relais avec les acteurs socioculturels, capacité aussi à solliciter les familles. Donc là, les ateliers se faisaient au pied de l'immeuble pour justement pouvoir intervenir au plus proche d'eux. Et il faut s'appuyer aussi sur les différents services de la ville pour proposer une diversité de solutions, le prêt, le don, l'achat et la réparation de vélos. J'avance un peu plus vite sur les autres expérimentations. À Arras, on a joué aussi sur quelque chose qu'on avait identifié dans les quartiers prioritaires, c'est le fait que les enfants partent moins en vacances. Et effectivement, on a voulu mêler à la fois des stages d'été et des stages de savoir rouler à vélo. Donc, ces stages sont faits pendant les vacances avec des éducatrices et des éducateurs de l'Office des sports d'Arras. Et là, l'idée, c'était de sortir un peu de cette cible du savoir rouler à vélo, qui était une cible jeune, 9-11 ans, et plutôt faire des stages de remise à vélo ou de perfectionnement à vélo entre 12 et 17 ans, avec une attention particulière de pouvoir accompagner des publics féminins qui, sur du extrascolaire, périscolaire, est souvent moins identifiés comme publics qui font des activités sportives, notamment du SRAV, que les jeunes garçons. Donc l'idée, c'était vraiment effectivement de combattre un peu aussi ce biais genré. Ce qui a fonctionné, c'est que l'association SRAV Activités Sportives, ça a beaucoup plu, ça a fidélisé les jeunes en fait qui sont revenus et qui faisaient à la fois du SRAV, une activité sportive, et puis le lendemain, c'était aussi une activité sportive mêlée avec une sortie en conditions réelles à vélo. Le point de vigilance, c'était la participation des filles. Ça reste un enjeu très très fort. Les garçons, ils se déclarent plus facilement confiants à vélo. Ils sont même plus demandeurs de sorties à vélo, où les filles, effectivement, ont tendance, si on s'applique pas sur cette cible-là, à s'auto-censurer. Et donc, pour capter les adolescents, il faut sortir du format un peu standard du cours de vélo, mais justement intégrer d'autres activités qui sont socio-culturelles et sportives.
Dernier retour d'expérimentation, pardon. Là, à Saint-Denis, on a aussi fait une sortie vélo avec un diagnostic à hauteur d'enfant qui, en fait, a confirmé, je ne vais pas redire ce qu'on a pu expérimenter sur Évry-Courcouronnes, mais le besoin et la nécessité de créer des outils de diagnostic avec les enfants et pour les enfants, le besoin justement de faire parler les enfants sur c'est quoi leur rapport à la ville. Parfois, le regard d'un adulte peut croire qu'un enfant ne se sent pas en sécurité, à l'aise, ce qui peut être contredit par le regard de l'enfant. D'un autre côté, un enfant peut préférer dire qu'il n'a pas peur et qu'il se sent en sécurité. Néanmoins, il faut quand même un regard d'adulte pour justement voir quels sont les aménagements qui sont perfectibles. On s'est appuyé aussi sur un centre de loisirs, donc il y a eu une vraie appropriation de la part des animateurs, des animatrices de la ville, qui a permis justement de travailler sur la cible des enfants en QPV. Et il y a eu la production d'un document pour la collectivité, un document ressource qui a permis justement de faire émerger un certain nombre de recommandations. Là aussi, on est toujours revenu un peu sur la sécurisation des aménagements et les questions aussi de stationnement sécurisé. Dernière expérimentation qu'on a voulu mener, c'était à Aubervilliers. Mais là, effectivement, on s'est confronté à un enjeu, qui est un enjeu, je pense, plus large que les quartiers prioritaires, mais qui est un point de vigilance à avoir. Là, on a voulu travailler vraiment dans un cadre scolaire. Et effectivement, le temps de trouver les bons relais à l'éducation nationale, le temps de bien expliquer effectivement la démarche qu'on voulait avoir, de rassurer les enfants, de rassurer les enseignants, et de rassurer la directrice de l'école, on n'a pas pu justement sortir le projet. Néanmoins, ça a pu entamer une réflexion avec les services de la ville, avec les équipes pédagogiques sur la question du SRAV, des rues aux écoles. Et donc, on a suivi ça un peu après, que le lancement, en fait, le souhait de lancer cette expérimentation a en fait plus largement bénéficié à la ville et bénéficié aux services de la ville, et notamment aux services de l'enfant, pour développer d'autres projets. Mais ça nous a appris justement que le temps du scolaire, c'est un autre temps que du périscolaire et qu'il faut justement pouvoir prendre en compte ça quand on construit nos calendriers d'action. Si j'arrive sur les slides de conclusion, donc les différents prérequis, et vous les retrouvez dans le guide, et vous verrez à la fin, je vous ai fait tout un tableau qui reprend les différentes productions, parutions qu'on a fait. Mais effectivement, pour développer les mobilités actives des jeunes dans les quartiers, il s'agit de sécuriser les trajets, d'équiper les ménages, de former l'apprentissage du vélo, mais aussi la remise en selle pour les parents, d'impliquer les familles et d'intégrer ça dans les politiques publiques. À la fois les plans, il y a les contrats de ville, il y a aussi les cités éducatives, il y a plus globalement les schémas directeurs cyclables. Et effectivement, cette cible des quartiers doit s'inscrire dans une démarche plus globale pour pouvoir intégrer ces quartiers à la ville. Slide suivante. Et j'arrive sur la fin. Donc ça, je vous ai remis effectivement les différents dispositifs de financement. Je revenais justement ce qu'étaient les quartiers prioritaires et comment justement des actions spécifiques dans ces quartiers peuvent être financées. Il y a les contrats de ville, les cités éducatives et les quartiers d'été. Et donc ça, effectivement, c'est des projets qui sont coportés, partagés entre écoles, collectivités, associations. Et donc voilà, s'il y a des questions ou s'il y a des besoins, je laisserai mon contact pour pouvoir y répondre. Et je crois qu'il me restait une dernière slide sur la conclusion. Donc voilà, nous, les conclusions qu'on a de ces différentes expérimentations, c'est que les solutions, elles existent déjà, elles sont déjà portées par des associations au sein des territoires, par des établissements scolaires, et par des collectivités territoriales. Les solutions, c'est l'apprentissage du vélo, accompagner les familles, le prêt et la réparation de vélo, la sécurisation des trajets et construire des démarches participatives avec les enfants. Les territoires, ils innovent déjà. Et nous, justement, association de collectivités, si vous allez sur notre site internet, on a un tas de retours d'expérience de territoires, justement, qui mettent en place ces actions. Mais les fragilités persistent. C'est le financement ponctuel et le fonctionnement par appel à projet qui vient financer justement ces actions sur le long terme. La difficulté pour notamment des associations de pérenniser leurs actions. La dépendance aux appels à projets et en fait le manque de continuité entre acteurs et politiques publiques. Donc nous, la conclusion qu'on peut porter justement vis-à-vis de ces expérimentations, c'est que ça permet de montrer des initiatives qui sont pertinentes, mais pour changer d'échelle, il faut vraiment sécuriser, intégrer justement ces actions dans des plans et des financements beaucoup plus larges. Voilà, désolé si j'étais un peu long et je m'arrête ici. La prochaine slide, c'est effectivement les différentes ressources qu'on peut
vous suggérer de consulter et qui m'ont permis de construire ce PowerPoint. Merci Thibaut. Les slides seront de toute façon partagés également et vous les retrouverez dans le replay avec toutes les ressources. Il y a pas mal de questions, on y répondra tout à l'heure après les autres interventions. Sans plus attendre, je vous propose de laisser la parole à Marianne Tertrais de Croix-Rouge Mobilité. Marianne, vous allez nous parler également de plusieurs initiatives qui ont toutes pour point commun de développer l'autonomie de mobilité des enfants, mais aussi de reboucler sur le développement de la mobilité des parents. On l'a dit tout à l'heure, hein, les enfants peuvent avoir un impact sur la mobilité des enfants et je crois que vous nous partagerez aussi quelques initiatives sur des jeunes en situation de handicap qui pourront rejoindre quelques questions qu'on a eues sur la première séquence de ce webinaire. Je vous laisse la parole, Marianne. Moi, je ne vous entends pas. Je ne sais pas si les autres participants vous entendent. Oui, là. C'est bon, on vous entend. Voilà. Allez-y. Donc, la Croix-Rouge a pris la thématique de la mobilité comme quelque chose à vraiment accompagner pour lutter contre un frein d'accès aux biens essentiels. Et donc, dans cette action de recherche de solutions à proposer aux personnes que l'on accompagne, on a évidemment le public des enfants pour lequel on a été amené à réfléchir à quelques solutions à mettre en place. Et donc, j'en ai choisi quelques-unes que je vais vous présenter. Les objectifs y rejoignent un petit peu ce qui a été présenté en début de webinaire par Gérard, qui est vraiment d'agir au plus tôt auprès de ce public pour leur donner confiance, leur apporter les compétences pour rechercher leur autonomie et sentir qu'ils peuvent construire cette autonomie. Et puis aussi agir auprès d'eux comme aussi capacité d'influencer aussi leurs parents pour des déplacements plus autonomes et puis les amener à enclencher des habitudes pour que quand ils auront l'âge de faire seuls, ils soient armés pour. Donc j'ai un premier exemple à vous donner sur la slide suivante qui est au sein d'un établissement Croix-Rouge qui accueille des mineurs non accompagnés. Et dans cet exemple-là, je voulais aussi pointer le fait qu'on avait été en relation avec des intervenants extérieurs. C'est aussi pour rebondir sur la réflexion de se dire on n'est pas toujours apte et capable d'adresser ce public nous-mêmes. Donc, on a travaillé ce projet-là avec en co-construction et partenariat. Et ce qui a été proposé, ce sont des ateliers de mise en scène pour renforcer et accompagner la prise en main des vélos pour ces jeunes. Et puis après, toute une approche réglementaire et sécuritaire pour leur déplacement, pour aller aussi sur des ateliers d'entretien et réparation. Et dans l'objectif pour ce public-là, de leur proposer à l'issue des 6 séances de sortie qui étaient progressives, la possibilité d'avoir un prêt de vélo longue durée. On est sur des jeunes proches d'adultes qui sont donc à qui une solution de prêt longue durée permet vraiment une autonomie très rapide. Et je voudrais ajouter qu'on a aussi l'axe de mise en place de parcours, d'accompagnement sur des sorties pour comprendre son environnement et construire son parcours pour monter en autonomie sur ses déplacements. Donc ça, c'est un premier exemple sur des jeunes ados plus. Le deuxième exemple, c'est sur un autre établissement Croix-Rouge qui accueille des jeunes plutôt adolescents. Donc, on est sur un IME, un institut médico-éducatif, qui a donc les jeunes tout au long de l'année et dans un cadre scolaire. Et donc là, c'est une solution en autonomie. On n'a pas de partenaire externe, mais on travaille avec des éducateurs spécialisés, éducateurs sportifs au sein de l'établissement, qui ont monté un projet sur toute l'année, très régulier, pour justement
donner confiance à ces jeunes. On est en milieu rural et l'idée derrière, il y a eu 2 axes. C'est de participer à une course locale très connue. Donc, on est sur de l'inclusion, c'est-à-dire que c'est de participer comme tout autre jeune du territoire à cette course très populaire. Donc ça, c'était un axe fort et un objectif de fin d'année. Mais l'objectif derrière, c'était aussi de se dire, dans un milieu plutôt rural où il n'y a pas beaucoup d'offres de déplacement hormis la voiture, de faire monter en confiance ces jeunes pour qu'ils puissent, une fois chez eux et en ayant l'âge vers 16 ans de choisir un apprentissage, de pouvoir le faire en autonomie parce que sur leur scolarité, ils ont eu ces ateliers très réguliers de prise en main de son vélo. Et donc, il s'agit là d'aller aussi sur le volet entretien, le volet prise en compte et respect de son matériel pour être vraiment familiarisé à cet outil de déplacement. L'exemple suivant, il est alors là sur un relais parental qui accueille plutôt des jeunes maternelles primaires pour donner c'est-à-dire que c'est un accueil qui permet aux parents de souffler. Et donc là, on est sur des ateliers plutôt ludiques de prise en main des vélos, de propositions assez vélo loisirs, mais progressivement a été mis en place aussi une sensibilisation aux règles de sécurité, une appropriation de son environnement et en fait cet exemple-là, il a été jusqu'à se poser la question de proposer des sorties avec les parents. Et donc là, on est sur le volet de l'enfant qui va pouvoir influencer et embarquer aussi son parent sur cette logique de déplacement autonome à vélo. Donc ça, c'était un exemple assez riche sur ce volet loisir, mais aussi influencé dans la sphère familiale. Et puis, le dernier exemple là est un peu différent. On est sur un exemple auprès d'une structure bénévole qui propose du transport solidaire. Ce sont des chauffeurs bénévoles qui ont au sein de véhicules Croix-Rouge peuvent proposer du transport. Et là, dans ce cas-là, on a un exemple de proposition de transport sur un jeune en situation de handicap pour lui permettre de pratiquer une activité de loisir. Donc là, on est sur de l'offre de transport pour du lien social et de offrir une solution qui permet de ne pas renoncer à cette offre-là. Donc, c'est un peu plus anecdotique ces offres-là, mais elles existent et on a de plus en plus de demandes d'établissements d'accueil de jeunes, adolescents et enfants qui n'offrent pas des activités de loisirs pour cette difficulté de déplacement et où nos offres de transport solidaire pourraient venir répondre. Donc, c'est pour ça que je l'ai inséré dans ces exemples. Merci beaucoup, Marianne, pour tous ces exemples qui ont, on le disait, tous pour point commun de développer l'autonomie de mobilité des enfants à plusieurs niveaux d'âge et d'avoir un impact, en tout cas pour quelques-unes de ces initiatives, sur la mobilité des enfants avec des actions combinées qui peuvent être proposées. Ce dernier exemple fait parfaitement la transition avec notre dernière intervention sur les retours d'expérience, puisque je vous propose d'accueillir Richard Cucchillo, qui travaille dans l'association Famille Rurale et qui va justement nous parler de l'adaptation qui a dû être faite du transport d'utilité sociale pour pouvoir faire bénéficier des enfants de ce type de déplacement qui était jusque-là réservé plutôt aux adultes, à leurs parents ou pas d'ailleurs, mais plutôt réservé à des adultes. Richard, je vous laisse la parole. Bonjour tout le monde et merci de m'avoir invité à partager ce retour d'expérience. Oui, effectivement, la transition est toute faite. Donc, je vais vous parler de transport d'utilité solidaire. Je vais vous présenter brièvement l'évolution de depuis la création de notre association, qui est une loi 1901, qui se trouve à Bavay, dans le Nord, dans un milieu rural.
3 salariés qui gèrent toutes nos activités, une directrice, une animatrice, un coordinateur, et on est aidé également par 2 contrats civiques. Alors, tout a commencé par un repérage par l'UTPS qui a fait une enquête dans laquelle, qui a révélé un taux élevé de personnes isolées, qu'il manquait de lieux de rencontre, de structures d'accueil. Pour info, cette enquête concernait tout le territoire de la communauté de communes du Pays de Mormal, c'est-à-dire l'agglomération. Donc, 52 communes, 52 000 habitants, avec 3 centres-bourgs plus importants, donc Le Quesnoy, Bavay et Landrecies. Donc, c'est pour j'insiste dessus parce que c'est vraiment le milieu rural de préférence. Lors d'un groupe de parole à Wargnies-le-Grand, c'est-à-dire tout près de Bavay, il a été constaté que certains enfants et familles se retrouvaient en difficulté pour assurer des déplacements essentiels. Donc, le besoin n'était pas uniquement ponctuel, il s'inscrivait dans des situations de mobilité régulière, parfois contraintes, qui pouvaient devenir un frein à certaines activités. Bon, voilà, notre finalité statutaire, c'est promouvoir les personnes en milieu rural, donc on insiste bien dessus, donc toutes générations confondues, et rompre l'isolement par un accompagnement individuel et collectif. Alors, notre établissement est un EVS qui est reconnu, donc un espace de vie sociale, dont on a obtenu l'agrément en 2010. Et donc, c'est un lieu qui continue d'être un lieu de proximité, très familial et avec une volonté d'intergénérationnaliser nos événements et animations. Donc, c'est donc ouvert à tous. Alors, nos missions, les missions de l'association, c'est l'inclusion sociale et puis la lutte contre l'isolement. Développer du lien social, donc, et être en relation avec une cohésion territoriale et participation des habitants à une citoyenneté de proximité. Donc, ce qu'on apporte, c'est la participation active. Donc, moi-même étant bénévole, ça touche également les usagers et tous les habitants de proximité. Nous essayons de réduire les inégalités territoriales dans un secteur qui est ruralement dispersé, donc Bavay au sud et puis Landrecies au nord. Donc, c'est une couverture géographique très importante. Nous réalisons également une itinérance, c'est-à-dire que nous créons des ateliers dans d'autres communes que celles de Bavay, ou même de la structure, notamment Poix du Nord et Le Quesnoy. Donc, nous transportons également les adhérents qui sont en manque de mobilité pour lever les freins et puis participer à tous ces ateliers, toutes ces animations et tous ces événements. Et nous avons aussi quelques activités spécialisées. Donc, nous travaillons sur l'électrolysme, tout ce qui est numérique. Nous créons des ateliers de cuisine, de jardinage sur le site de famille rurale Avesnois-Mormal. Voilà. Alors, nos actions principales concernent évidemment tout ce qui est cohésion sociale et puis création et favorisation du lien social. C'est tout ce qui concerne la santé préventive, tout ce qui est dépistage, maladies chroniques, etc. Tout ce qui concerne la parentalité, donc l'éducation aux médias, les rébits parentales et les alternatives aux écrans, et l'accès aux touches numériques. Donc, je parlais tout à l'heure d'électrolysme. Voilà, nous sommes agréés point de médiation et qui a été mis, et donc on met en place des séances pour les primo-débutants. Donc, ça marche encore très fort, surtout le mardi matin. Donc, la préservation du maintien de l'autonomie des seniors. Donc, nous avons des ateliers d'activité physique adaptée, de sophrologie, de chorale, entre autres. Et nous arrivons à la mobilité solidaire, donc le transport d'utilité solidaire. Alors, le TUS, c'est quoi? C'est un dispositif qui est assuré par des chauffeurs bénévoles, ayant pour objectif donc, de répondre au manque de solutions de transport ou de mobilité dans un contexte de besoins croissants, la lutte contre l'isolement et favoriser l'échange, le maintien du lien social, donc à travers ces
ces transports, l'accès aux services et activités du territoire. Donc, on parlait tout à l'heure de freins pour certaines activités à niveau rural. Donc, c'est un levier qu'il faut activer, qui est activé très fortement. Et donc là, j'ai indiqué également qu'une adhésion annuelle était obligatoire parce que pour couvrir tout ce qui est lié aux assurances, que ce soit des chauffeurs bénévoles ou des personnes concernées. Voilà. Les bénéficiaires. Ce service est accessible à tous les habitants de la communauté de communes du Pays Normal via une plateforme numérique qui s'appelle déplacez-vous.fr. Donc, pour toutes les personnes qui ont accès à Internet, ces personnes-là passent par la plateforme numérique. Pour les personnes qui n'ont pas, qui sont en zone blanche ou qui n'ont pas d'Internet, ils peuvent passer leur demande de transport via un téléphone. Donc, l'agent d'accueil retransmettra alors sur le listing des demandes officielles de façon que les demandes de transport soient pourvues par tous les chauffeurs bénévoles. Voilà, donc, excusez-moi, j'étais pas encore passé dessus. Voilà, donc, en ce qui concerne les contraintes et difficultés que nous avons pu rencontrer pour décliner ce dispositif jusqu'aux enfants, nous avons été obligés d'adapter le règlement au cadre réglementaire donc de sécurité et d'autorisation parentale, donc sécurisation du transport en règle générale. Et nous avons, pour répondre à un public, nous avons dû ajuster nos pratiques pour répondre à un public plus jeune, donc en termes de responsabilité d'encadrement, et donc être conforme aux règles applicables à un public mineur en fonction du code des transports. Donc, nous avons été amenés à modifier notre règlement intérieur avec des autorisations parentales pour enfants non accompagnés, mineurs, et nous avons créé également des modes opératoires en cas d'absence de l'autorité parentale. Voilà, donc cette ouverture, donc, à savoir que à l'origine, ce type de dispositif était prévu pour un public plutôt majeur, mais au vu des contraintes et des demandes croissantes, donc nous avons été amenés à inclure évidemment les enfants non accompagnés ou accompagnés. Et donc, ça répond justement à des situations qui étaient jusque-là complexes à gérer. Nous avons proposé une solution concrète et puis utile en ce qui concerne la mobilité des enfants, de renforcer également la visibilité de notre service et de notre offre et de répondre à des besoins dans un cadre qui est maîtrisé. Alors, ce dispositif, comme vous pouvez le voir, a eu quand même, c'est exponentiel. Donc ouvert en 2023. Donc là, il connaît un succès grandissant avec plus de 2020 transports assurés en 2025. Donc, voilà. Sur la droite, quelques transports non réalisés parce que ce sont des annulations de rendez-vous ou des erreurs, des petites erreurs sur la plateforme ou une demande qui n'a pas été honorée par faute de disponibilité des chauffeurs bénévoles. Voilà. Et puis donc, les motifs ou les demandes de transport. Les demandes de transport, c'est, donc on va évoquer sur les interventions précédentes, c'est plutôt donc, les courses, tout ce qui est administratif et tout ce qui est école un petit peu, avec 4% pour conduire des enfants à l'école, mais globalement, c'est tout ce qui est rendez-vous médicaux, courses, et puis tout ce qui est rendez-vous dans les administrations. Voilà.
Merci beaucoup, Richard, pour ces précisions sur l'adaptation d'une solution existante, donc non spécifique pour les enfants, mais qui a été adaptée pour pouvoir être utilisée par un public enfant, en particulier dans sa modalité non accompagnée. Le temps tourne, je vous propose de passer rapidement à quelques questions. Pierre, est-ce qu'on a des questions pour nos intervenants sur cette deuxième séquence? J'ai vu passer pas mal d'échanges. Quelques questions, peut-être deux d'abord qui sont un peu générales, qui peuvent s'adresser à plusieurs des intervenants. Une remarque sur le bilan provisoire de l'ONISR qui était publié récemment, qui montrait une rupture assez nette sur les 0-3 ans en 2025, avec une augmentation du nombre de tués, du nombre de blessés après 15 années de baisse continue. Et la question était de savoir s'il y avait des travaux récents qui éclairaient ce retournement. Je ne sais pas qui a des éléments de réponse. Si vous n'en avez pas spécifiquement. Peut-être je peux passer à la deuxième qui s'interrogeait: a-t-on les chiffres pour savoir sur quel territoire les enfants sont les plus autonomes pour aller à l'école? Est-ce que c'est plutôt rural, urbain, périurbain, QPV? Pas d'éléments non plus? C'est des questions en ce qui concerne le transport d'utilité solidaire, nous, on est concerné plutôt par, de toute manière, on a un territoire vraiment rural. Donc, la question ne se pose pas, c'est plus pour des petits villages qui n'ont pas d'école, par exemple, et sur lesquels des demandes de transport sont régulièrement demandées. Vous m'entendez? Oui. Moi, j'avais quelques éléments sur le ministère. On a un groupe de travail, justement, qu'on est en train de mener en ce moment avec la délégation à la sécurité routière, justement, sur l'accidentologie. On n'a pas eu encore de regarder les chiffres dont c'est un bilan provisoire. La seule chose qu'on peut dire à date, c'est qu'il faut voir aussi l'augmentation de la pratique, parce que qui dit augmentation de la pratique dit forcément aussi augmentation du nombre d'accidents potentiels. On sait qu'il y a l'évolution des usages aussi, notamment les EDPM, donc que sont les trottinettes, qui justement se reflètent dans certaines études sur l'augmentation un peu des accidents. Donc, il propose justement de suivre les travaux qui se font dans Mobiscol, parce qu'on aura justement à cœur de pouvoir répondre à cette observation. Et je ne sais pas si l'autre question, j'ai réactualisé ma page, donc je ne sais pas si… Oui, il y avait une question pour vous d'ailleurs, Thibordi, sur est-ce qu'il y avait des expérimentations QPV en milieu rural? Alors, dans le cadre du guide QPV que je vous ai présenté, on n'a pas fait forcément en milieu rural. Quand même, via la communauté urbaine d'Arras, on pouvait quand même traiter de certains déplacements, mais ce n'était pas des déplacements, c'était très périurbain, on n'était pas encore dans le rural. Mais ça nous a permis justement de discuter avec, je crois que c'était un jeune qui était dans un QPV lensois et qui parlait justement du fait que les besoins, notamment en termes c'était plus des besoins d'aménagement, mais que du fait que ce ne soit pas un QPV dit, comme on a l'habitude de voir, avec de l'habitation très, très, très verticale, c'était surtout effectivement développer les infrastructures de vélo. Et là, effectivement, il était en demande justement de pouvoir relier certains petits villages via ces aménagements-là. D'accord, merci. C'est à peu près tout pour les questions. Et je mentionne le lien qui a été mis dans le chat par Nathalie Pitaval du CEREMA pour accéder au film sur la mobilité d'adolescents volontaires dans le rural. Merci beaucoup, Pierre. Merci à tous pour vos interventions. Je vous propose de passer à la conclusion avec Ancelin Van Look de WeMove, qui va revenir sur l'évolution de la mobilité des enfants, pourquoi la mobilité solidaire ne parvient pas toujours à répondre aux besoins identifiés et quelles pistes potentielles on pourrait ouvrir pour développer et favoriser la mobilité des enfants. C'est ça, bonjour tout le monde, merci de me donner la parole. Donc, je vais essayer d'aller vite pour conclure
avant de dépasser mon temps. Moi, je suis enseignant de langue, je travaille chez WeMove, donc en tant que chargé de mobilité et chargé d'études. J'ai notamment pris part à divers projets de plans de déplacement établissements scolaires par le passé. WeMove aussi travaille depuis de nombreuses années avec ces publics de l'école primaire au lycée. Tout au long de ce webinaire et des interventions qui étaient toutes pertinentes, les unes tout aussi pertinentes les unes que les autres, on a vu que la mobilité des enfants était un sujet qui mérite toute notre attention. Je vais essayer de conclure en reprenant certains éléments et en invitant tout le monde à regarder un petit peu vers l'avenir. Globalement, on a parlé de questions de sécurité, que ce soit en termes de sécurité routière, mais aussi d'agression, par exemple, ce qui pose naturellement beaucoup de questions aux parents. On a parlé de l'autonomie de l'enfant, du bien-être, de son évolution dans l'espace public, de sa capacité à être mobile, comme l'a rappelé Gérard Rienja. On a parlé du problème de santé publique que pose aussi le manque d'activité physique des enfants, alors même que certains déplacements vers l'école font bien souvent moins de 2 km, soit environ 20 minutes de marche. Ça on l'a vu avec Séverine Boulard. Donc, on a vu toutes ces choses-là. On a vu également que 70 ans de politique publique en faveur de la voiture lui a permis de s'imposer sur tous les modes aujourd'hui, ce qui crée des difficultés à se déplacer, d'autant plus pour les enfants. Thibaut Hardy a parlé des QPV, où les difficultés sont d'autant plus accrues, puisque la précarité subie par les parents se répercute aussi sur les enfants. Voilà, on a vu énormément de choses. On aurait pu aussi parler des rythmes dans notre société qui impliquent pas mal de complications sur certains trajets. Et globalement, qu'est-ce qu'on peut dire de la mobilité solidaire dans tout ça ? Puisqu'on peut ajouter que les enfants, c'est un public qui n'a pas forcément toutes les informations nécessaires de mobilité, qui a des biais cognitifs liés à son jeune âge, qui n'a évidemment pas d'argent, qui cumule donc les freins aussi de ses parents, on vient de le dire. Et donc, c'est complètement un public de mobilité solidaire, mais pourtant, la mobilité solidaire n'y répond pas ou peu aujourd'hui. On a également parlé donc des publics que la mobilité solidaire aujourd'hui accompagne. Ça va être des publics qui ont peu de ressources, qui ont un budget mobilité qui représente une charge importante. Donc ça, on a parlé dès le début en introduction avec Sandrine de Boras sur des demandeurs d'emploi, des familles monoparentales, notamment des femmes. On parle des seniors de plus en plus avec le vieillissement de la population. On parle des jeunes de 18 et 25 ans. Des étudiants également, étudiants ou sur le chemin de l'emploi, c'est 18-25 ans. Globalement, aujourd'hui, ce qu'on peut dire, c'est que le financement du secteur vient principalement de la sphère sociale et de l'accès à l'emploi, et cela a toujours été plus ou moins le cas depuis 20 ans. Et donc, par rapport à, forcément, les actions vont se répercuter sur ces publics-là en priorité, et c'est aujourd'hui une certaine limite. Puisqu'on va du coup financer des garages solidaires, des plateformes de mobilité, des dispositifs financiers, des vélos-écoles. Mais forcément, cette vision centrée sur le social, elle entre un peu en contradiction avec les ambitions actuelles et annoncées des pouvoirs publics en termes de transport, d'environnement et d'éducation, et dont font malgré tout la promotion des structures de mobilité solidaire. Donc en fait, on se retrouve dans une situation où les subventions de nombreuses associations du domaine de la mobilité solidaire baisse, et on pense que il serait temps de diversifier les financements pour assurer la pérennité, le soutien des actions de ces structures, en allant justement vers des financements provenant plus du transport, de l'éducation par exemple, ce qui permettrait de travailler sur la mobilité des jeunes. C'est aussi évidemment, on l'a vu, une responsabilité des parents sur les déplacements habituels de leurs enfants. C'est un périmètre plus restreint. Donc forcément, pour la mobilité solidaire, c'est une autre manière de travailler. Mais en théorie, ce n'est pas quelque chose qui empêcherait de mettre des actions en place pour soutenir les jeunes, comme cela existe pour l'éducation ou la nourriture. Le seul levier qu'on connaît aujourd'hui, ça semble être un tarif enfant, en fait, pour certains transports, par exemple. Mais ça n'a pas, en tout cas directement, une portée sensibilisatrice outre mesure. J'accélère un petit peu. Aujourd'hui, on remarque tout simplement que
jusqu'à l'adolescence, la mobilité des enfants, elle est totalement corrélée à celle des parents. C'est une sorte de mimétisme de la mobilité, si je puis m'exprimer ainsi, lié à un manque d'autonomie et de connaissance. Si la mère marche, l'enfant marche. Si le père est en voiture, l'enfant est en voiture. Toutefois, la vision de la mobilité a changé aujourd'hui. Elle se veut plus simplement motorisée, mais également douce, active, durable. Et sous cet angle-là, on ouvre tout un panel de solutions au-delà de la voiture et bien avant, accessible bien avant 18 ans, puisqu'on sent qu'il y a une barrière aussi à 18 ans. Peut-être que c'est quelque chose historiquement lié au permis. On pense que quand il y a le permis, on pourra tout débloquer, alors qu'avant, on laisse la responsabilité totale aux parents. Puisque les moins de 18 ans sont les plus novices, qui ne perçoivent pas de ressources et sont en théorie moins responsables que leurs aînés, il y a une approche adaptée à mener face à ces contraintes de déplacement. Et il s'agit bien du leitmotiv de la mobilité solidaire, donner accès aux solutions disponibles pour toutes et tous sur tous les territoires. Et peut-être qu'il faudrait rajouter, quel que soit l'âge, à cette notion. Et pour conclure ma conclusion cette fois, je vais prendre un petit peu 3 points qui reviennent beaucoup aujourd'hui dans notre plaidoyer chez WeMove, mais aussi celui qu'on développe avec le Cercle des partenaires engagés, qui est une structure de réflexion avec divers experts de la mobilité et de structures de la mobilité, notamment certains présents ici avec nous aujourd'hui. On partait du postulat que les jeunes, dans les dernières études, notamment aussi notre baromètre des mobilités du quotidien, souffraient de nombreuses difficultés pour se déplacer. S'il y a 15 millions de personnes en précarité mobilité, combien de moins de 18 ans le sont aussi? Forcément, dans ce cadre-là, et avec le Cercle des partenaires engagés, on travaille sur plusieurs points pour avancer dans le bon sens et lever ces difficultés-là. D'abord, évidemment, l'éducation à tout âge de la vie, on l'a dit plusieurs fois, faire adopter les bons comportements aux jeunes, mais également accompagner, faire évoluer les personnes au cours d'une vie, ce qui doit permettre aussi aux parents, dans la sphère privée, de transmettre les bonnes pratiques. C'est une des choses qui, moi, personnellement, m'a le plus marqué lorsque je travaillais sur le programme mobile, c'est les représentations de l'espace par les parents, pour qui, parfois, 2 km semblait être un réel marathon. Alors, il y a des complexités, mais au fond, pour beaucoup, c'est quelque chose de faisable avec un enfant, mais ça demande de se repérer, de reprendre un peu les représentations qu'ont les parents. Donc, c'est une éducation tout au long de la vie qu'il faut avoir. Et puis, pour les plus jeunes, c'est de manière récurrente, de manière régulière aussi, puisque les bonnes pratiques, elles peuvent se prendre très vite, mais elles demandent aussi d'être rappelées parfois pour faire évoluer ces comportements. L'école, forcément, c'est une bonne manière d'agir auprès des enfants, en développant des projets éducatifs notamment. On peut évoquer l'environnement, les arts, la nourriture, par exemple. Mais la mobilité prend sa place là-dedans. On le voit aujourd'hui avec le SRAF depuis 2018, même si on peut déplorer aussi la disparition d'un programme comme Mobi, qui avait permis de sensibiliser 600 élèves à l'écomobilité scolaire. Voilà, il paraît essentiel d'aller plus loin, de mettre en place des actions plus récurrentes, de créer du lien avec des clubs de sport, des centres de loisirs, des lieux culturels, des associations locales, tous les espaces fréquentés par les enfants. Et puis voilà, les aides vélos, c'est quelque chose d'intéressant à développer aussi. Peut-être qu'on le fait pour les adultes, mais on peut le faire aussi pour les enfants. On peut penser aussi à certaines mises à disposition de véhicules. On peut citer une structure comme KidiMove qui aussi travaille sur la mise en lien de parents et de familles pour partager des trajets avec des enfants. Et ça, c'est des bons réflexes que les enfants auront aussi plus tard dans leur vie. Des accompagnements mobilité comme on fait individuellement, par exemple chez WeMove, ça peut être quelque chose qui peut se faire, qui peut être imaginé au niveau d'une classe, d'un centre de loisirs. Et voilà, ce sont des choses en tout cas qu'il faut construire ensemble, et ça c'est le deuxième point, à partir des besoins des plus fragiles, des moins autonomes, ceux qui ont moins de compétences, et donc des expérimentations de villes à hauteur d'enfants, à Lille, à Lyon, à Montpellier, donnent une première vision de ce à quoi ça pourrait ressembler, comme des quartiers plus apaisés, plus inclusifs, en se mettant dans la tête de l'enfant et ce qu'il perçoit finalement. Et puis enfin, il faut aussi trouver un modèle permettant, comme je l'ai dit, de prendre en compte le sujet de la mobilité des enfants
à la fois pour développer des structures porteuses d'action, mais également pour favoriser l'usage des modes actifs dès le plus jeune âge. Il s'agit là d'une responsabilité aussi des pouvoirs publics d'ancrer ces actions sur le long terme, afin que tous les enfants puissent se déplacer en sécurité et en prenant de bonnes habitudes dans nos villes et nos villages. Et puis pour vraiment finir en 30 secondes, parce qu'on parle du futur, on peut s'inspirer aussi du passé. J'aimerais prendre l'exemple des Pays-Bas, que l'on met souvent en avant pour le vélo et la qualité de son espace public. Il y a plusieurs raisons à cela, stratégiques, énergétiques, de densité urbaine, mais il y a aussi une raison qui vient de la jeunesse, parce que dans les années 70, les accidents de voiture se multipliaient, impliquant des enfants aux Pays-Bas. De nombreuses voix se sont élevées, des campagnes de sensibilisation choc ont eu lieu pour réduire la vitesse des voitures, interdire l'accès à certaines rues et où les enfants jouaient, et puis voilà, construire des villes, des villages apaisés, plus inclusifs. Aujourd'hui, les espaces publics néerlandais sont reconnus de tous. Ça ne s'est pas fait tout seul. C'est parti aussi de la jeunesse, des jeunes et des enfants, en se mettant à leur place. On connaît les solutions. On en a vu avec Thibaut Hardy pour le réseau Vélo et Marche, Marianne Tertré pour la Croix-Rouge. On en a vu aussi avec Richard Coussillot de Famille Rurale. Voilà. Pour continuer d'avancer en ce sens, en France, il faut penser les mobilités de demain avec les enfants. Merci beaucoup, Ancelin. Désolée pour cette contrainte de timing, mais l'idée, c'était de ne pas perdre trop de monde. Donc, quatre points clés pour terminer dans cette conclusion et qu'on a martelé tout au long de ce webinaire, la question de l'éducation, la question du construire ensemble et à partir des besoins des plus fragiles, être à la hauteur des enfants et aller s'inspirer d'autres initiatives. Alors, on en a plein, effectivement, déjà en France. On en a vu quelques-unes aujourd'hui. Il y en a certainement aussi d'autres très inspirantes dans d'autres pays, comme vous le mentionniez. Merci à tous pour votre participation. Merci à tous nos intervenants aussi pour la richesse de leurs interventions. On vous donne rendez-vous pour notre prochain webinaire au mois de novembre. Ce sera le mardi 10 novembre de 14h à 15h30 comme d'habitude. Et puis, vous pourrez récupérer le replay d'ici quelques jours sur ce webinaire en particulier. Merci beaucoup. Bonne fin de journée.